Bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Donc, je me présente. Je suis climatologue dans un laboratoire juste en face, directeur de recherche au CNRS, et je travaille sur le climat polaire. Et je suis actuellement un des auteurs du rapport du GIEC qui est sorti au mois d'août 2021 et du rapport de synthèse qui va être publié en octobre. Voilà, donc, est-ce que ça marche? Celui-là, il ne marche pas, c'est vraiment l'autre. Ok, bien. Et ben voilà, c'est la même chose. Vous verrez ici, vous voyez ici mon adresse email. Si vous avez des questions lors des travaux de votre convention sur le climat, des choses que vous ne comprenez absolument pas, des informations sur lesquelles vous tombez, n'hésitez pas de m'envoyer un email, j'essaierai de répondre. Voilà, vous trouverez certainement l'adresse facilement. Voilà, donc je vais faire quelques slides au début là, sur ce qu'on sait en 4 diapos. Pardon ? Oh, je suis sûr que vous le trouverez après aussi vous sur le site de la convention. Vous retrouverez la présentation sur J'en parle, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je commence avec 4 diapos sur ce qu'on sait. Donc c'est extrêmement rapide et après je vais rentrer dans les détails à la suite. Donc les choses principales que j'aimerais bien que vous gardiez en tête ou que vous me croyez là, c'est les changements climatiques récents, ils sont généralisés, rapides et ils s'intensifient. Et ils sont sans précédent depuis des milliers d'années. Et on va voir ça dans le détail après. Autre message clé, c'est qu'il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine de ce changement climatique. On a des preuves aujourd'hui qui sont absolument certaines. Troisième point clé, c'est pour limiter le réchauffement de la planète, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement. Donc ces 3 adverbes sont importants. Fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Et ça aura aussi des effets sur la qualité de l'air. Donc ce n'est pas seulement pour le changement climatique. Et dernier point clé, à moins d'une réduction immédiate, rapide, et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à 1,5 degré sera hors de portée. 1,5 degré, c'est l'objectif quasiment de l'accord de Paris. Voilà. Alors, quelques diapos sur pourquoi on sait ce que je vous ai dit et pourquoi on en est certain. Alors, évidemment, je ne peux pas vous résumer en quelques minutes ce que des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont réussi à construire comme savoir en 40 ou 50 ans d'existence de la climatologie moderne. C'est impossible. Mais pour vous convaincre que c'est du savoir certain, je vous montre ici une photo, enfin un dessin de M. Syukuro Manabe, qui est le prix Nobel de physique 2021. Il a eu son prix Nobel pour la prédiction fiable du changement climatique dans les années 60 et 70. Donc la motivation officielle de ce prix Nobel, c'était pour la prédiction fiable du changement climatique. Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, dans les années 60, il a fait des calculs assistés par ordinateur qui ont montré que lors d'un doublement de la concentration de gaz à effet de serre, vous voyez ici sur cet axe-là la température, et ici en vertical, vous voyez là l'altitude dans l'atmosphère, donc 10 km, 20 km, 30 km, 40 km. Et donc il a calculé que si on a aujourd'hui cette courbe noire de profil de température dans l'atmosphère, donc ici à la surface il fait chaud, et puis quand on monte dans l'avion, quand vous êtes dans l'avion, le pilote à un moment vous dit on est à 10 km d'altitude ou à 12 km d'altitude, et à l'extérieur il fait moins 50. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Et après, dans la stratosphère, au-dessus, la température augmente. Bon, alors avec ces calculs, il a montré que quand on augmente la concentration de CO2, ça donne la courbe rouge,
la température augmente en bas, et puis elle diminue en haut. Et c'est exactement ce qu'on voit. Ça, c'est l'empreinte digitale du changement climatique, la principale empreinte digitale du changement climatique due au gaz à effet de serre. Donc il a fait ça dans les années 60. Il a eu son prix Nobel pour ça. Donc ça fait déjà 50 ans, mais en fait, en réalité, déjà plus de 100 ans qu'on sait qu'il y a cet effet du changement du CO2. Ensuite, il a partagé son prix Nobel avec Klaus Hasselmann, qui, lui, a fait des travaux qui ont jeté les bases de ce qu'on appelle l'attribution du changement climatique. C'est-à-dire, on a la réponse à la question, mais pourquoi le changement, est-ce que c'est dû à l'homme? Pourquoi le climat change? Et pour ça, on montre souvent des courbes comme ça, avec des modèles de climat. Je vais peut-être dire quelques mots sur les modèles de climat tout à l'heure. On peut calculer quelle serait l'évolution du climat qu'on aurait si l'homme n'avait pas émis des gaz à effet de serre. On peut tracer, donc là vous avez sur l'axe X les années, d'accord, entre 1900 et 2000 ou 2020, et là vous avez dans l'axe vertical la température. Vous voyez la température dans ces simulations où on ne prend pas en compte l'augmentation de CO2, et ben, elle reste plus ou moins stable. Les observations, c'est la courbe noire, donc on voit une augmentation des températures des années 70, ou même avant. Et en rouge, on voit des simulations de climat qui prennent en compte cette augmentation de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Mais évidemment, la réalité physique et mathématique derrière est assez compliquée. Et pour avoir justement les bases de ce savoir, de cette attribution du changement climatique à l'activité humaine, il a eu l'autre partie du prix Nobel. Et en fait, je vous parle de ces prix Nobel pour vous dire vraiment, un prix Nobel de physique, ça ne s'est jamais vu que quelques années après, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. D'accord ? Quand on obtient un prix Nobel de physique, c'est vraiment du savoir sûr et certain. Il ne peut plus avoir de doute là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les scientifiques qui travaillent vraiment dans le domaine sont d'accord sur la réalité du changement climatique, sur les causes et sur l'attribution à l'activité humaine. Là, vous avez des pourcentages faits par différentes études sur l'accord à l'intérieur de la communauté scientifique, et ils sont tous autour de 90-100%. Ça veut dire que les chercheurs qui travaillent vraiment dans le domaine sont quasi unanimes sur le constat que j'ai partagé avec vous ici. Voilà. Mais les politiques ont besoin d'un savoir certain et ont besoin de bases certaines pour prendre des décisions, surtout au niveau international. Le climat, c'est une question globale. Ce n'est pas un pays qui peut changer le climat, c'est tous les pays qui en souffrent ou qui subissent les conséquences et tous les pays qui doivent agir. C'est pour ça que les accords sur le climat sont des accords internationaux faits sous l'égide des Nations Unies. Et les Nations Unies, dans les années 80, ont décidé de mettre sur pied ce groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Et en anglais, c'est IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Donc ça existe depuis 1988, c'est global. Et ce GIEC, il fait des rapports tous les 5, 6, 7 ans, des gros rapports. En fait, c'est des séries de rapports qui émaillent donc cette période depuis 1988. Donc l'objectif, c'est clairement, on est chargé par les États, par les Nations Unies, de fournir aux décideurs des évaluations détaillées de l'état des connaissances sur les changements climatiques et leurs causes. Donc ça, c'est le groupe de travail 1 du GIEC. Sur les répercussions potentielles, groupe de travail 2, et sur les stratégies de parade. Donc c'est les groupes de travail 2 et 3. Stratégie de parade, c'est l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Voilà, donc en chiffres, pour le groupe de travail 1 auquel je participe, on a fait un rapport qui fait à peu près 1500 pages. On cite et on évalue 14 000 publications scientifiques. Donc, ces publications faites par des chercheurs pour des chercheurs.
D'accord? Donc ça, c'est un corpus de travail énorme qui sont évalués, qui sont à la base de ce rapport, et ce rapport fait la somme de ce qu'on sait. Donc les auteurs sont de tous les pays, ou presque 65 pays, comme toujours, plus d'hommes que de femmes. On tend vers une amélioration de ce rapport, on n'est pas toujours là-bas. Et ce processus, ces rapports, ils passent par différents stages, par différentes étapes. Il est relu, on reçoit à peu près 70 000 commentaires par des experts, d'autres experts et par les gouvernements, et qui doivent être pris en compte. Et à la fin, on a donc un tel rapport. Et le GIEC aussi a eu son prix Nobel, mais c'est un prix Nobel la paix, pour des efforts en vue d'accroître, diffuser les connaissances sur le changement climatique causé par l'homme, etc. Voilà. Alors, quelques concepts fondamentaux sur le changement climatique. C'est des mots qui ont déjà été mentionnés, mais on m'a demandé de les re-mentionner ici. Il y a donc l'atténuation, quand on parle du changement climatique, qui est ici au milieu, augmentation de température, changement de précipitation, etc. C'est causé par l'activité humaine, il n'y a pas de doute là-dessus, les émissions de CO2, de N2O, etc. N2O. Donc pour diminuer ces émissions, il faut travailler sur l'atténuation des émissions. Le changement climatique a des effets, donc des impacts, des effets sur les écosystèmes et la société, et il faut s'adapter. Donc ça, c'est les deux stratégies, les deux types de stratégies de parade au changement climatique, sur lesquels vous êtes aussi priés de plancher. Voilà, donc maintenant, je reprends les messages clés que j'ai donnés tout au début. Donc, premier message clé sur le changement climatique généralisé, rapide et qui s'intensifie et qui est sans précédent. Voilà une courbe du rapport du GIEC. On voit ici à gauche l'année entre l'an 1 et l'an 2020, et dans la verticale, le changement de température globale. D'accord ? On prend toujours le zéro comme la période de 1850 à 1900, donc le zéro on le pose ici à peu près. Donc ça, on s'intéresse juste au changement. Donc le climat était relativement stable au niveau global, diminué un petit peu depuis l'an 1000 à peu près, et puis un réchauffement extrêmement fort sur les 100-150 dernières années qu'on voit ici en grand, et surtout un changement extrêmement rapide depuis les années 1970. Pour fixer les idées, le dernier gros changement climatique global énorme qu'il y a eu, c'était la dernière déglaciation. Il y a 20 000 ans, il y avait 3 km de glace sur tout le Canada, il y avait 2 km de glace sur toute la Scandinavie. La température moyenne globale était inférieure à celle d'aujourd'hui d'à peu près 5 degrés. D'accord ? 5 degrés, le niveau de la mer, puisqu'il y avait tellement de calottes de glace partout, était 100 mètres plus bas. D'accord ? C'était une autre planète. Et ce changement climatique, ensuite, il a mis 10 000 ans à faire disparaître, c'était un changement naturel, en 10 000 ans, les calottes de glace ont disparu. Donc il y a 10 000 ans, il ne restait plus rien. Il y a 20 000 ans, on avait 3 km de glace sur le Canada et essentiellement aussi sur la Scandinavie. Il y a 10 000 ans, il ne restait plus rien. Donc ça, on a pris 5 degrés en 10 000 ans. Et c'était un changement extrêmement rapide, naturel. Par contre, là, on a déjà pris presque 1 degré, si on regarde bien ici, depuis 1970, jusqu'à aujourd'hui, en 50 ans. D'accord ? Donc le changement climatique aujourd'hui, il est beaucoup plus rapide que les changements naturels extrêmement forts qui existaient dans le passé. Alors quand on regarde sur les 4 dernières décennies, on les voit ici, chacune de ces 4 dernières décennies était plus chaude que les décennies d'avant. D'accord ? On a vraiment cette tendance lourde, extrêmement forte et claire. Mais on ne parle pas que de la température, on parle aussi de la concentration de CO2, elle est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. La montée du niveau de la mer, c'est la plus rapide depuis au moins 3000 ans.
La surface de la banquise arctique est la plus réduite depuis au moins 1000 ans, et le recul des glaciers, il est sans précédent dans sa vitesse et dans sa globalité depuis au moins 2000 ans. Oula, est-ce que vous arrivez à lire le texte là? C'est pas grave. Bref, ça a des impacts partout. Des chaleurs extrêmes qui augmentent partout, des fortes précipitations qui sont plus fréquentes, des sécheresses qui augmentent dans certaines régions, pas dans toutes les régions pour l'instant. Des conditions météorologiques propices aux incendies sont plus fréquentes, évidemment, dans les régions qui sont susceptibles à ce genre de conditions. Et l'océan, il se réchauffe aussi globalement et il s'acidifie. Ça, c'est tout simplement le fait qu'il y a beaucoup de CO2 qui va se dissoudre dans l'océan et devient plus acide, et ça cause des problèmes sur les écosystèmes marins. Voilà. Deuxième message clé que j'avais, s'il est incontestable que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. Donc, comme j'ai déjà dit, il y aura plus de vagues de chaleur, de plus de fortes précipitations et des sécheresses plus fréquentes et plus graves. Voilà, donc ça c'est un graphique important. On voit ici, à gauche, le changement de température qu'on a observé en moyenne globale depuis la période 1850-1900. D'accord ? Aujourd'hui, on est à peu près à 1,1 degré sur la dernière décennie, plus chaud qu'à cette période de référence. Donc ce 1,1 degré observé, on va essayer de l'expliquer. On l'explique, oups, un peu vite là. En fait, l'influence humaine totale, elle explique ce changement observé dans la totalité. On sait que l'activité de l'homme, elle explique tout de ce changement observé. Mais en réalité, les effets de serre qu'on a émis depuis le début de la révolution industrielle, ils expliqueraient à peu près 1,5 degré de réchauffement. D'accord ? Plus que ce qu'on observe et plus que ce qu'on a comme effet de l'activité humaine totale. C'est parce qu'il y a aussi un effet refroidissant de l'activité humaine qui est dû à ce qu'on appelle des aérosols, des particules de pollution, notamment du SO2, etc., des particules soufrées qu'on émet, et qui bloquent une partie du rayonnement solaire et qui changent les propriétés des nuages et qui font que le climat se refroidit en partie. Et donc, l'activité humaine complète, totale, c'est la somme entre la deuxième et la troisième colonne ici. Voilà, en gros, c'est ça. Après, il y a des facteurs naturels du changement climatique qui pourraient jouer. Par exemple, un changement de l'activité solaire. Il faut quand même dire que l'activité solaire, depuis 1970, à peu près, elle diminue. Donc ça explique rien. Et il y a de la variabilité interne. Le climat, naturellement, il change. Il peut rajouter un peu ou diminuer un peu la température moyenne globale, mais sur les 150 dernières années, ça expliquerait quasiment rien. Voilà, donc voilà ce qu'on sait. On a parlé des émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est des chiffres qui viennent du rapport du Haut Conseil pour le climat en 2021, une lecture fort intéressante, qui montre pour la France quelles sont les émissions territoriales, donc les émissions faites de gaz à effet de serre sur le territoire. Je vais donner très rapidement les chiffres pour fixer les idées. Les transports, les voitures, etc., 30%, 31% de nos émissions. L'industrie, 19%. L'agriculture, 19%. Donc les chiffres sont donnés en équivalent de CO2, parce qu'en fait, l'agriculture, par exemple, elle émet beaucoup de méthane et de N2O. C'est des autres gaz. Et donc, on essaye d'établir un équivalent en termes de réchauffement entre ces gaz et le CO2. Le CO2 qui est le gaz le plus important, donc on se réfère toujours à celui-là. Donc là, on parle d'émissions équivalent CO2, et là, le truc MT ici, si vous arrivez à le lire, c'est des mégatonnes, donc des millions de tonnes. Bon, on s'en fout pas vraiment de ces chiffres, mais ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est les pourcentages ici. Les bâtiments, 17%, la transformation d'énergie, ça veut dire la génération d'électricité, raffinage de pétrole, qui émet lui-même des gaz à effet de serre, etc., c'est 10%. Et puis les déchets,
4%. C'est-à-dire, quand vous avez des déchets qui pourrissent, vous pouvez avoir des émissions de CO2 ou de méthane. Voilà. À ça, il faut rajouter ou enlever 7% à peu près qui sont dus au changement d'utilisation des terres. Quand vous avez une forêt qui pousse, elle absorbe du CO2. D'accord ? C'est la photosynthèse, si vous vous souvenez comment ça se passe. Beaucoup d'entre vous le savent sans doute. Une plante qui pousse, elle tire du CO2 de l'atmosphère et la transforme en matière organique. Donc, quand vous avez des forêts qui s'étendent, vous absorbez du CO2. Quand vous coupez une forêt, vous émettez implicitement du CO2. Quand une forêt brûle, vous émettez du CO2. Donc, tous ces changements-là, quand on fait la somme, ça enlève 7% de CO2. Donc, en fait, en gros, il y a des puits, on appelle ça des puits naturels en France, qui absorbent un peu de ces gaz à effet de serre. Après, il faut rajouter les transports internationaux, les avions, etc. Ça rajoute 6% d'émissions. Et surtout, les émissions nettes importées. Vous importez des jouets chinois, et bien vous importez le CO2 implicitement qui a été utilisé pour l'énergie qui a été nécessaire pour produire ce jouet. D'accord ? Donc ça, c'est un poste extrêmement important. Ces émissions territoriales, il faut rajouter à peu près la moitié pour ces émissions cachées liées à nos importations. Voilà. Donc en France, ça donne à peu près le même chiffre. Je vous montre ici pour Rhône-Alpes. Donc le gros, c'est les gros trucs sur lesquels il va falloir réfléchir pour vous. C'est les émissions liées au transport en Rhône-Alpes, les émissions liées au bâtiment, les émissions liées à l'agriculture et à l'industrie. D'accord ? C'est les gros émetteurs. Mais vous avez certainement des chiffres ailleurs dans tout le package qu'on vous a donné. Donc l'influence humaine est évidemment le principal facteur de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds, on a déjà parlé, du réchauffement de l'océan depuis les années 70 et de son acidification, des changements visibles dans les zones gelées dans la planète, par exemple les glaciers qui reculent, la banquise arctique qui recule, on a déjà dit, et le manteau neigeux qui recule. Il affecte déjà toutes les régions de la Terre et de multiples façons, et ça va s'accentuer avec la poursuite du réchauffement. Je vais juste parler très rapidement du cycle de l'eau. En fait, ce qui se passe avec le cycle de l'eau, c'est que quand il fait plus chaud, l'atmosphère peut contenir plus d'eau. En fait, vous connaissez tous ça. Quand en hiver, vous avez une journée extrêmement froide, moins de 10 degrés, ce n'est pas là qu'il va y avoir beaucoup de neige qui va tomber. C'est parce que l'air va être trop sec. Les fortes chutes de neige, vous allez les avoir quand c'est juste autour de 0 degré. Pareil en été, les fortes précipitations extrêmement fortes, vous les avez les journées chaudes. C'est parce que l'atmosphère, l'air peut contenir plus d'humidité quand il est plus chaud. Donc, avec le réchauffement global, l'atmosphère peut contenir plus d'eau. L'évaporation va être plus importante aussi. Quand il fait chaud, l'eau du sol s'évapore plus vite. Et donc, tout ça, ça mène à ce qu'on appelle une intensification du cycle hydrologique. Donc, des précipitations en moyenne plus fortes, les précipitations fortes plus fortes et plus d'évaporation. Et donc, quand on dit plus d'évaporation, on parle aussi d'une intensification des saisons sèches et des sécheresses. Dans certaines régions, dans les régions qui sont soumises à ce genre de problème, évidemment. Il y a essentiellement quatre types de risques en Europe. Donc là, le premier, c'est lié à la chaleur. Donc des risques liés de stress, de chaleur pour les écosystèmes, pour les systèmes humains. Des risques liés à la sécheresse, à la pénurie d'eau et aux inondations. Donc là, vous avez une figure du rapport du groupe de travail 2 qui a été publié, du GIEC, qui a été publié il y a une semaine ou deux. Je m'excuse, elle est toujours en anglais, mais au moins la couleur est correcte. Donc ça, c'est le risque clé 1, donc la chaleur.
et vous avez ce qu'ils appellent des braises incandescentes, les risques en fonction de la température moyenne globale, du changement de température moyenne globale. Donc aujourd'hui, on est déjà ici à 1,1 degré, d'accord, et les risques pour les écosystèmes terrestres, pour les écosystèmes marins et pour les hommes, ils sont déjà modérés. La couleur jaune, c'est modéré, le rouge, c'est haut, et le violet, ou je ne sais pas quelle couleur c'est très haut. Donc à 2 degrés, on passe à des risques élevés pour des systèmes humains, pour l'homme en général, parce que tout simplement, il y a plus de vagues de chaleur, etc. Un gros problème, c'est dans l'Europe du Sud, lié à la présence ou la disponibilité de la ressource en eau, où on passe déjà des risques élevés à 1,5 degré. Un autre risque, c'est aussi pour l'héritage culturel et des infrastructures de long terme qui durent longtemps. Ça, c'est un problème lié au climat de manière générale. Vous construisez des infrastructures, des ressources, des réseaux d'adduction d'eau, tout ce que vous voulez, il faut réfléchir longtemps en avant. D'accord ? Construisez une centrale nucléaire, il faut réfléchir longtemps en avant. Donc le changement climatique a évidemment des impacts sur toutes ces infrastructures liées au climat à long terme. Voilà, donc autre message clé que j'avais déjà mentionné, donc il faut réduire immédiatement, rapidement et à grande échelle les émissions de gaz à effet de serre, sinon les 1,5 degrés, on peut les oublier. Alors comment on fait en tant que climatologue ? On prend des scénarios. On ne peut pas prédire, nous, en tant que climatologue, quelles seront les émissions de CO2 dans le futur. C'est les conséquences, les émissions futures sont les conséquences de vos travaux, de toutes nos actions individuelles sur les dizaines d'années à venir. Donc on ne peut pas les prédire. Donc on est obligé de faire des hypothèses, ce qu'on appelle des scénarios. On fait certains scénarios d'émissions de gaz à effet de serre futures. Donc entre aujourd'hui, là c'est 2015, et 2100, on dit, une trajectoire vertueuse, c'est celle qu'on appelle ici, avec un nom assez barbare, SSP 1,9, ça serait de réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre dans l'avenir. Une trajectoire moins vertueuse, ça serait celle-là, etc. Et puis une trajectoire qui suppose qu'à partir de demain, on roule tous en 4x4 comme des dingues et on part en vacances en avion, c'est celle-là, d'accord ? Celle où on se trouve aujourd'hui, globalement, c'est plutôt la jaune, juste pour vous donner une idée. Donc on est très loin d'un scénario comme celui-là qui serait extrêmement vertueux. Donc ça, c'est les émissions de CO2. On fait là, pareil, des hypothèses sur les autres émissions qui vont avec. Donc on a des émissions très élevées, intermédiaires, basses et très basses. Bien. Puis ensuite, calculer quelle serait l'évolution du climat en fonction de ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, on voit ici l'évolution de la température observée jusqu'en 2000 à peu près. Et là, c'est pour ces différents scénarios, donc d'émissions très basses, intermédiaires, etc. Donc, encore une fois, on est à peu près vaguement dans un scénario comme ça aujourd'hui. Si on veut limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés, il faut encore un petit effort. D'accord ? Et ce petit effort, il n'est pas petit du tout. C'est ça le problème. Et si on veut limiter le réchauffement en dessous de 1,5 degré, toujours par rapport à cette période de référence qui est 1850 à 1900, il faut partir dans ce scénario d'émissions très basses. Et je reviens. Scénario d'émissions très basses, c'est celui qui prévoit à peu près 0 émission globale en 2050. D'accord ? Voilà. En fait, pour ce changement global, je parle toujours dans le changement global de température, mais en fait, évidemment, il y a une diversité régionale de ces réponses. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le réchauffement climatique, il est très fort dans les régions arctiques, il est plus fort sur les continents que sur les océans, et il est relativement faible dans l'océan austral. Il y a des raisons pour ça, je peux les expliquer si vous voulez, qu'on comprend très bien, on fait depuis 50 ans que ça allait arriver comme ça. Les structures spatiales sont toujours les mêmes pour un réchauffement global de 1,5, pour un réchauffement global de 2 et puis un réchauffement global de 4 degrés. Vous avez les mêmes structures. En gros, en France, le réchauffement est quand même plus fort que la moyenne globale. Donc, quand on parle d'un réchauffement de 2 degrés,
au niveau global. En France, on peut s'attendre à 3 degrés à peu près, ou même plus. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour certains changements dans le système climatique. Il y a des choses qui réagissent très lentement. La température de l'océan, ça réagit très lentement, mais une fois que c'est parti, ça reste longtemps. Les calottes de glace, le Groenland, ils fondent à très grande vitesse. Donc, il n'y a pas de retour en arrière là-dessus non plus, en tout cas pas de retour en arrière très rapide. Le niveau des mers aussi, et l'augmentation, une fois que c'est parti, c'est bien parti pour un moment. Mais certains de ces changements peuvent être ralentis et d'autres peuvent être arrêtés en limitant le réchauffement. Donc là, je vous remets cette figure qu'on a déjà vue, donc en fonction du temps, le réchauffement pour les différents scénarios. Et le changement de niveau des mers, excusez-moi, c'est encore en anglais, c'est tiré directement du rapport du GIEC. Mais bon, c'est le niveau des mers ici que vous voyez, pareil, pour les différentes années jusqu'en 2100. Et vous voyez que même le niveau des mers, quand on réduit les émissions, on commence à voir des effets au bout de 30, 40, 50 ans. Pas immédiatement. D'accord ? Les différences de température, ça met du temps. Les scénarios ici divergent en termes d'émissions à ce point-là déjà. Mais la différence de température, elle émerge seulement au bout de 20-30 ans. C'est le temps qu'il faut pour le système climatique. Et pour le niveau des mers, ça prend encore plus de temps. Ce qui est important ici, c'est qu'on a des surprises possibles dans le système climatique qui sont peu probables, mais qui ne peuvent pas être exclues. Par exemple, une augmentation beaucoup plus rapide du niveau des mers que ce qu'on prévoit ici, par exemple, pour le scénario jaune, qui est probablement le plus réaliste aujourd'hui. On prévoit, je sais pas moi, 80 cm d'augmentation en 2100. Mais on peut aller plus vite si les calottes de glace, notamment l'Antarctique, sont plus instables que ce qu'on croit. D'accord ? En tant que scientifique, on donne toujours des probabilités pour un événement. On dit, voilà, 80% de chance ou 90% de chance, on reste à l'intérieur de ces bornes, mais quand même, ça veut dire qu'il y a 10% de chance qu'on est à l'extérieur de ces bornes. D'accord ? On ne peut pas exclure des événements extrêmes, des bonnes ou des mauvaises surprises. Et là, c'est le niveau des mers jusqu'en 2300. Donc là, c'est la courbe que vous avez vue tout à l'heure. Donc l'observation de l'augmentation du niveau des mers, les projections pour les différents scénarios, les différentes couleurs que vous voyez. Donc encore une fois, 80 cm à peu près pour le scénario jaune, plus probable aujourd'hui. Dans le scénario plus élevé, ou dans un scénario extrêmement vertueux, en 2300, on prévoit même dans le scénario le plus vertueux, ou un des scénarios plus vertueux, on prévoit quand même une augmentation au niveau des mers qui peut aller jusqu'à 3 mètres. D'accord ? Donc même si on limite le changement climatique à 2 degrés, en 2300, puisque le niveau des mers monte lentement, en 2300, on aurait quand même 3 mètres au niveau des mers. Et dans le scénario le moins vertueux, on peut aller jusqu'à 7 mètres, et même plus haut, on ne peut pas exclure jusqu'à 15 mètres. D'accord ? Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment si on n'a pas de chance. Et bon, en 2300, personne d'entre nous sera là, mais voilà. Donc il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2. J'ai parlé de la qualité de l'air, c'est important aussi. En fait, il y a une relation extrêmement simple qu'on trouve, une fois qu'on a fait tous ces calculs extrêmement compliqués, on trouve une relation extrêmement simple, surprenamment simple, entre les émissions totales de CO2 et la hausse des températures. Donc, quand on regarde combien de CO2 on a émis depuis 1850, on mesure ça en milliards de tonnes de CO2. D'accord ? Aujourd'hui, on a émis à peu près 2400 milliards de tonnes. 2400 milliards de tonnes de CO2, c'est ce qui a été émis depuis 1850 ou depuis même plus longtemps. Et la température, en fait, elle a augmenté aussi avec. En fait, on voit cette relation linéaire extrêmement simple, finalement. Tous les scénarios se retrouvent sur la même courbe, finalement, entre l'augmentation de température réalisée et l'augmentation de température projetée et la quantité totale de CO2 émise. Il y a beaucoup de pays, un certain nombre de pays qui n'ont pas aimé cette courbe au moment de l'approbation du rapport du GIEC.
parce qu'elle est trop simple. Et parce qu'elle montre extrêmement clairement que voilà, si on veut limiter à 1,5 degré, ben voilà, on prend ce niveau de température visé, on va vers la courbe et on descend et on sait qu'on a droit à 2800 gigatonnes ou quelque chose comme ça, d'accord, de CO2. Et on sait qu'on a déjà émis 2400, donc on sait combien il reste. C'est ça la base de ce qu'on appelle le budget carbone, d'accord. Vous voulez 2,5 degrés, et ben pas de problème, vous avez droit à 4200. D'accord? Et donc, on sait quel est le budget de carbone qui correspond à une température voulue. Alors, voilà. Là, c'est un truc compliqué. Vraiment compliqué. Et j'espère le dire en 2 minutes. En fait, il faut faire attention à ces émissions parce que des différents gaz ont des différentes durées de vie. Le CO2 reste longtemps. Une anomalie de CO2 reste longtemps dans l'atmosphère, une centaine d'années ou même plusieurs centaines d'années. Le méthane, quand vous émettez du méthane, il a un fort effet de serre, mais il ne va pas rester très longtemps dans l'atmosphère. Il va se dégrader, il va devenir du CO2. D'accord ? Donc quand vous faites une pollution, il faut regarder l'effet immédiat de cette pollution, mais il faut aussi regarder combien de temps elle va rester dans l'atmosphère, quelle est sa durée de vie. C'est pour ça que vous avez 2 barres différentes ici. Une barre qui correspond à l'effet des émissions d'une année au bout de 100 ans, et la courbe au-dessus, la barre au-dessus, c'est l'effet d'une émission d'une année, des émissions humaines d'une année au bout de 10 ans. Comme j'ai dit, le méthane, par exemple, il va se dégrader, il va disparaître. Donc en fait, au bout de 10 ans, les émissions de méthane, elles sont encore là, elles ont encore un effet sur le climat. Au bout de 100 ans, le méthane, le orange, là, il ne va plus être là. D'accord ? Donc on émet aujourd'hui les émissions d'une année, de l'année 2022. Au bout de 100 ans, vous allez avoir 0,02 degrés de réchauffement dû aux émissions de 2022. Dans l'immédiat, vous allez avoir un réchauffement beaucoup plus fort, qui va être ici, parce qu'il y a des trucs qui ont des effets négatifs, des trucs qui ont des effets positifs, etc. Voilà, juste pour vous donner ce concept de durée de vie d'une pollution, et qu'à long terme, on parle du CO2, mais à court terme, on parle aussi et surtout du méthane. Donc si on veut agir très rapidement sur le climat des dizaines d'années à venir, il faut agir aussi et surtout sur le méthane. Si on pense à très 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 long terme, il faut agir quasi exclusivement sur le CO2. D'accord ? Je vais finir là, prochainement. J'ai déjà dépassé, j'imagine. Pas loin. Ouais. De 2 minutes. Ah oui, d'accord. Donc c'est bon. On est bon. On est bon. Voici les émissions territoriales de la France. Donc la courbe commence en 1990. On a diminué un petit peu, mais pas assez. 2005, donc c'est là. Bon, vous aurez les chiffres pour la région, pour la métro, évidemment, beaucoup mieux qu'ici sur ce graphique. Enfin, là cette diminution-là, c'est essentiellement la désindustrialisation de la France, j'imagine. Une diminution ici des émissions, on fait quelques petits efforts. Là, c'est le Covid de 2020, d'accord ? Forte réduction des émissions, mais bon, c'est pas durable. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire, j'espère. Et ici, vous avez le budget qui correspondrait au budget carbone de la stratégie nationale bas carbone, revue, qui vous donne des objectifs de réduction et qui sont donc évidemment relativement ambitieuses et vers laquelle on essaie de tomber, sur laquelle on essaie de tomber et sur lesquelles on attend avec impatience vos propositions pour tenir ces objectifs. Dernier message que je voulais passer, c'est le climat que nous connaîtrons à l'avenir dépend des décisions que nous prenons maintenant. Et bon, il y a un petit site, donc vous aurez accès à mes graphiques, à mes diapos, donc vous pouvez aller voir, vous pouvez aller jouer, c'est assez rigolo. Vous pouvez par exemple regarder le climat de Lyon aujourd'hui, à quel climat d'aujourd'hui correspondra le climat de Lyon dans 50 ans ou en 2050, voilà.
Lyon dans 50 ans. Vous prenez par exemple le scénario jaune, limité, une atténuation limitée, donc c'est celui sur lequel on se trouve actuellement. Et le site, il vous trouvera le climat dans 50 ans, auquel correspond le climat de Lyon, qui correspond, bref, le climat de Lyon dans 50 ans qui correspond au climat de l'endroit que vous avez là. C'est bon ? Ouais. Bref, dans 50 ans, c'est comme si Lyon était 200 km au sud. Exactement. Aujourd'hui. Exactement. Donc, dans 50 ans, dans ce scénario raisonnable, Lyon aura un climat qu'on a aujourd'hui à la gare d'Adhémar dans la Drôme. Voilà. Et donc, vous pouvez voir plus négatif encore, avec un scénario de forte émission dans 70 ans, ça fait un peu plus peur. Voilà. Le rapport du Haut Conseil pour le climat, dont j'ai déjà parlé, il a comme titre « Renforcer l'atténuation et engager l'adaptation ». C'est le message qu'on a déjà entendu tout à l'heure. C'est qu'il ne faut pas parler seulement de l'atténuation du changement climatique, mais vraiment commencer aussi à engager l'adaptation. Il existe un nombre croissant d'options d'adaptation disponibles aujourd'hui pour faire face aux risques climatiques futurs. J'en ai fait une certaine liste ici, je ne vais pas les lire, vous aurez accès à ces transparents. Donc ça, c'est essentiellement une transcription de ce que dit le dernier rapport du GIEC. C'est pour l'Europe, donc c'est assez global, mais il y a un certain nombre de pistes pour l'adaptation qui sont mentionnées ici. Voilà. Merci, beaucoup Gerhard. Merci.